Nous abordons à présent la deuxième phase de cette émission et comme je l'ai annoncé à l'entame de l'émission, nous parlons agriculture. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau notre invité. Il se nomme Monsieur Sylla, il est juriste, fiscaliste et par ailleurs entrepreneur. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Je vais très bien, merci. Eh bien, comme je l'ai dit, avec vous nous parlons agriculture et nous allons plus précisément aborder cette question. Quelle voie pour rendre l'agriculture plus prospère en Afrique? Pour bien situer le sujet, il sera intéressant de dresser l'état des lieux de l'agriculture en Afrique. Alors, l'agriculture en Afrique, en termes d'état des lieux, c'est le secteur qui est le plus producteur de richesses. C'est celui qui emploie sûrement aussi la majorité de la population. En termes de chiffres, par exemple, il représente 32% du PIB africain. C'est dire à quel point c'est un secteur qui est important. Et il emploie environ 65% de la population quand même active. D'accord. Ça veut dire plus donc de la moitié de la population active. D'accord. Et le paradoxe avec ça, c'est que malheureusement, on se rend compte que les populations agricoles, ceux qui sont dans les zones rurales, sont les plus pauvres, malgré qu'elles sont celles qui produisent le plus de richesses pour nos États. C'est ce contraste-là, justement. Quelle solution y apporter? Toute la question, en fait. La question qui se pose. Très bien. Justement, j'ai envie de demander comment expliquer que les populations qui produisent le plus de richesses soient les plus pauvres. Justement, ça m'emmène à poser la question qui suit. Quels sont les problèmes liés au développement de l'agriculture en Afrique? Il y a un phénomène qui est intéressant à observer, c'est l'exode rural. Comme vous voyez de quelle façon les jeunes du monde rural qui sont allés à l'école ou même pas du tout se ruent très facilement dans les zones urbaines pour chercher du travail. Ça peut donner l'impression souvent qu'ils fuient l'agriculture. On a souvent l'impression que les jeunes n'aiment pas les métiers de la terre, que c'est des métiers qui sont salissants, etc. Mais la réalité, en fait, c'est que ce qu'ils fuient, c'est la pauvreté. Ce sont des gens qui ont vu leurs parents, depuis qu'ils sont petits, trimés dans des plantations sans jamais avoir réussi à s'en sortir véritablement. Effectivement. Et c'est cette idée de l'agriculture-là qui reste. En réalité, ce qu'ils fuient, c'est pas l'agriculture, c'est la pauvreté. Donc, comment faire en sorte pour que cette agriculture-là, qui était jadis encore très rudimentaire, soit beaucoup plus moderne et produise de la richesse, c'est justement la question. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette agriculture est comme ça? La première des causes, souvent celle qu'on aborde facilement, c'est la question du financement. Mais pour moi, le financement, c'est pas vraiment le nerf de la guerre ici. Le nerf de la guerre, c'est plutôt l'accès à la propriété de la terre. D'accord. L'accès à la propriété de la terre. L'accès à la propriété de la terre. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans un système en Côte d'Ivoire ou comme beaucoup partout en Afrique, vous avez un conflit de loi entre le droit coutumier et le droit moderne. Ça fait que vous avez des droits qui se marchent dessus. Quand vous êtes au village avec le vieux, vous signez des papiers au bic là et puis souvent même on fait des échanges avec une bouteille de liqueur et puis la terre est vendue. Le problème c'est qu'à Abidjan, dans le droit moderne, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Absolument. Vous avez ce conflit de loi là qui freine le développement du secteur, qui freine les investissements et qui débouche sur des conflits qui peuvent être souvent violents. Donc la première des choses, c'est cela. Faciliter l'accès à la propriété foncière des populations. C'est-à-dire qu'il faut transférer la propriété de la terre simplement aux populations. En leur donnant des titres de propriété, en leur donnant des droits fonciers sur ces terres-là, qu'elles pourront ensuite monnayer auprès des banques ou des compagnies d'assurance, par exemple. Très bien. Ensuite, quel autre problème rencontre-t-on? L'autre problème, c'est le problème d'infrastructure, par exemple. Le problème d'infrastructure. Imaginez que vous avez un champ de 200 ou 300 hectares que vous cultivez, que vous mettez en valeur. Vous avez des récoltes de 200 ou 300 tonnes à acheminer. Si vous n'avez pas des bonnes infrastructures routières pour les acheminer, ça pose problème. Si vous n'avez pas de bonnes infrastructures énergétiques pour les conserver, si des produits périssables par exemple, là aussi ça pose problème. Donc l'un des problèmes aussi c'est celui-là, le problème des infrastructures qui tournent autour de la question agricole, parce que c'est pas un problème qui est isolé en lui seul. Il est intimement lié au problème, par exemple, d'infrastructures routières et d'infrastructures énergétiques. Il y a aussi le problème de matériel de travail. Je crois que le matériel est assez rudimentaire. Oui, justement. Et le problème du matériel est lié à celui du financement, par exemple. D'accord. Si les gens continuent à travailler encore avec des dabas, avec des roues, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des machines plus modernes. Alors que la solution que je proposais tout à l'heure, la solution, par exemple, du financement à travers les banques, permet de résoudre cette question-là. D'accord.
D'accord. Et puis il y a aussi le fait que, je pense, que nous avons une mauvaise image de l'agriculture. Tout à l'heure, vous disiez que c'est une activité salissante. Je ne vois pas donc une personne qui a fait de hautes études retourner à la terre. Est-ce que c'est peut-être pas un problème de mésinformation? Est-ce que les gens n'ont pas malheureusement, comme je l'ai dit, une mauvaise image? Est-ce qu'on n'a pas justement galvanisé la mauvaise image, la mauvaise réputation de l'agriculture, de sorte que les diplômés ne se sentent pas en mesure de retourner à la terre? En réalité, c'est pas un métier salissant du tout. Oui. C'est un métier dans lequel c'est un métier très honorable. Lorsque vous regardez, vous allez dans le pays profond, vous voyez tous ces braves dames, tous ces vieillards qui chaque matin avec leur vélo ou à pied, leur machette qui vont au champ. C'est clair que l'idéal pour eux, ce serait de travailler dans des conditions beaucoup plus intéressantes. C'est pas un métier salissant du tout, c'est pas un métier déshonorant du tout, au contraire. Vous prenez par exemple des pays comme les États-Unis ou l'Inde ou le Brésil, les personnes les plus riches là-bas en termes d'entrepreneuriat, souvent c'est dans beaucoup des cas des agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi justement à professionnaliser ce métier-là. Il faut arriver donc à faire la transition entre des exploitations agricoles très rudimentaires et arriver à des véritables entreprises agricoles. C'est ce passage-là qu'il faut faire. Ça demande de la formation. Voilà, effectivement. De la formation. Et en termes de formation, je pense qu'on a des ressources. On a des écoles qui forment des jeunes en agronomie, par exemple, en agro-industrie. Tout ça, ça permet de mettre à la disposition du secteur agricole des compétences qui sont formées, qui ont appris à l'école comment est-ce que sur une parcelle de 200 hectares, on peut faire doubler la production en utilisant les bonnes techniques. C'est possible, ça arrive, et ça ne peut arriver qu'avec les nouvelles générations qui, justement, avec les nouvelles technologies, arrivent à créer de nouvelles richesses, de nouvelles solutions justement pour l'agriculture en Afrique. Très bien, nous avons déjà même anticipé sur l'étape suivante de notre discussion. Il s'agissait pour nous justement de dénoncer un certain nombre de solutions justement à tout ce qui est obstacle au développement de l'agriculture. Justement, nous allons répondre à la question qui nous réunit, à savoir quelles sont les voies à explorer pour rendre l'agriculture prospère en Afrique. Alors, la première des choses, comme je le disais, c'est l'accès à la propriété. Alors, comment ça se passe? De façon schématique très simple. Imaginons que au village, vous avez ou votre famille a 50 hectares de terre. 50 hectares, c'est beaucoup. On ne peut pas les mettre en valeur avec des machettes et des dabas. Donc, il faut du financement. Sauf que les financements, vous ne les avez pas. Ça va demander 20, 30, 40 millions. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? À partir du moment où l'État transfère la propriété de la terre aux individus, vous avez votre titre foncier, vous voyez le banquier. Monsieur le banquier, j'ai 50 hectares de terre au village, j'ai pas d'argent pour le mettre en location, en valeur. Le banquier, vous hypothéquez une partie de cette terre-là, par exemple la moitié, et en retour, le banquier vous donne du crédit. Avec ce crédit-là, vous investissez, vous achetez par exemple des machines, vous recrutez des jeunes qui ont fait agronomie à l'école, qui ont fait agro-industrie à l'école, ça crée des emplois pour eux. Ouais. Ils vous aident, vous avez non seulement du matériel, mais vous avez aussi des ressources humaines très bien formées. Ça vous aide à mettre en valeur cette terre-là. Et puis, avec les résultats que vous avez, vous remboursez petit à petit le prêt que vous avez fait à la banque et vous récupérez l'hypothèque que vous avez faite. C'est des systèmes qui marchent très bien en Inde, par exemple, qui marchent très bien au Brésil, où des gens sont devenus extrêmement riches en l'espace de quelques années parce qu'ils ont justement réussi à transformer ce système qui était très appauvrissant en un système qui crée de la richesse. Très bien. Ça, c'est la première des solutions. Je veux dire, la connaissance de ce système passe justement par l'information, d'où le problème de communication. Ça passe par l'information, ça passe aussi par une volonté politique de faire en sorte que l'État ne soit plus propriétaire de la terre, mais qu'il rende justement la propriété de la terre aux individus. Vous imaginez quand même que la Côte d'Ivoire, c'est 322 464 km². C'est inimaginable de s'imaginer que l'État, à lui seul, est capable de mettre en valeur toute cette superficie. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre la propriété de cette terre-là aux individus. Et avec les partenariats publics-privés, par exemple, avec l'appui des banques, avec l'appui des compagnies d'assurance, avec des investisseurs même étrangers, parce que ce qu'on ne sait pas faire ici, il faut avoir le courage aussi d'aller chercher les compétences ailleurs. C'est des solutions qui permettent de développer l'agriculture et c'est possible de le faire. Mais ces compétences, on va souvent les chercher. Ça pose après des problèmes de titre foncier. Oui, c'est justement la question. Prenons un exemple très simple, par exemple. Imaginons qu'une compagnie française ou britannique ou américaine veut investir, veut faire par exemple des champs de riz en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de 3000 hectares pour faire du riz, peut-être dans la zone du Nord. Quand ces investisseurs viennent en Côte d'Ivoire, la première personne qu'ils vont voir, c'est le ministre de l'Agriculture.
C'est normal, c'est le garant institutionnel du secteur, surtout qu'on est en train de parler de grosses sommes d'argent. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que les contrats qui sont signés entre la compagnie qui vient de l'extérieur et le ministère, c'est-à-dire l'État du Côte d'Ivoire. Les agriculteurs qui sont sur place, qui travaillent ces terres-là depuis des décennies, ils ne sont pas véritablement partie prenante et un matin, ils vont voir des ingénieurs étrangers, etc., qui débarquent et qui mettent le terrain en valeur. La solution que moi je propose, c'est de faire exactement le contraire. Lorsque vous avez des investisseurs étrangers qui viennent, ils peuvent rencontrer le ministre pour fixer le cadre institutionnel, mais ensuite, les négociations, les contrats, tout ce qu'ils signent se font directement avec les populations. Ce sont les premiers bénéficiaires. Ça va éviter qu'on aille prendre des travailleurs expatriés en Chine, par exemple, pour les déverser dans les plantations. Ça va permettre de créer des emplois pour les populations qui sont dans ces zones-là, puisque ce sont leurs terres, elles vivent dessus depuis très longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas d'argent pour les mettre en valeur, mais en signant directement avec eux, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est l'une des solutions également. C'est parfait, je pense que ce sont des solutions, j'ai envie de dire, terre à terre pour tout le monde comprendra en tout cas le langage que vous avez tenu. Eh bien, la dernière question avant de nous séparer, est-ce que vous pensez que l'agriculture est le secteur d'avenir pour l'évolution, l'émergence de toute l'Afrique? C'est le secteur d'avenir. Quand vous regardez la ruée vers les terres agricoles africaines qui se fait actuellement, ça montre à quel point c'est peut-être encore sur la planète la seule zone où on a encore d'immenses terres arables. Tout le monde semble s'y intéresser, les Indiens, les Chinois, les Américains, tout le monde s'intéresse aux terres en Afrique, sauf les Africains eux-mêmes, qui regardent un peu les autres venir. Le risque est de voir dans 30-40 ans, d'être étonné de voir qu'aucune des terres en Afrique n'appartiennent plus à des Africains. Elles appartiendront à des grands groupes étrangers. On va s'en mordre les doigts. Il est possible encore aujourd'hui de sécuriser le système, de faire en sorte que la richesse qui sera produite plutôt profite aux populations locales pour que l'agriculture ne soit plus vue comme un métier justement dégradant ou salissant, rabaissant. Exactement. Et avec le problème du chômage qu'on a, c'est peut-être le secteur qui a encore la plus grande capacité d'absorption des jeunes. Je le disais tout à l'heure, il y a énormément de possibilités de créer des emplois. Il faut juste sécuriser ce secteur, les financements et tout le reste viendra ensuite. Je pense que ceci a été dit et bien dit. Est-ce qu'il y a encore lieu de vous laisser le mot pour donner, j'ai envie de dire, un mot de fin? Le mot de fin, c'est peut-être juste d'inviter les jeunes à s'intéresser de plus près à ce secteur-là. C'est vrai que c'est pas facile quand on commence dans ce secteur, mais on peut commencer avec très peu. Quand on n'a pas d'argent, on peut commencer avec très peu. Ou alors on peut se mettre ensemble, en groupe, avoir une petite parcelle de terre, faire des productions, du vivrier, pas forcément de l'EVA et autres qui demandent beaucoup plus de moyens, mais c'est possible de le faire. Il y a des jeunes qui aujourd'hui sont à l'université dans des grandes écoles, mais qui ont leur petite parcelle de champs à côté et qui arrivent à s'en sortir, à payer leur loyer, à payer leur facture. C'est possible. Il faudrait enlever justement cette image de métier un peu sale. C'est vrai que ça fait peut-être pas trop choco, comme on le dit. Comme on le dit ici, mais il y a véritablement de la richesse dans la terre et c'est là-bas que les jeunes doivent aller. D'accord, il y a aussi qu'il faut faire preuve de patience parce que la terre, c'est pas en 2 jours qu'elle produit. Donc, merci à vous, Monsieur Sylla Mohamed. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes juriste, fiscaliste et entrepreneur. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera certainement sur ce plateau pour parler d'autres choses. Avec plaisir. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez faire la promotion de vos entreprises, de vos activités sur ce plateau même. Alors n'hésitez pas à nous joindre aux différents numéros que vous voyez s'afficher au bas de vos petits écrans. On se dit encore merci et on se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir.